ils sont très forts, ils respectent vraiment le temps. J'ai rien besoin de dire, incroyable. Donc je passe la parole à Bertrand Guest. La transparence et l'écran, le vote en régime représentatif. Merci beaucoup Chantal Crène et merci aussi à toute l'organisation des Reclusiennes. J'apporte 2 rectifications rapides à la présentation. Je suis donc doctorant en littérature générale et comparée. D'habitude, c'est plutôt l'inverse qu'on oublie. Voilà. Et pour situer un peu d'où je parle, je travaille en thèse sur une comparaison littéraire, linguistique, de 3 écrivains du XIXe siècle que je traite donc comme écrivains dans la mesure où ils produisent des textes, mais qui sont pour 2 d'entre eux plus classiquement lus comme des géographes, Humboldt et Reclus, et le 3e étant donc Thoreau. Et ce que je vais faire aujourd'hui, donc 2e rectification, c'est sur mon titre qui était un peu plus long, La transparence et l'écran, contribution littéraire à la critique du vote en régime représentatif. Mon idée n'est pas forcément simple, mais je vais essayer de la simplifier. Je ne reviens pas sur la réflexion menée ce matin autour de la critique du vote chez les anarchistes et plus particulièrement chez Reclus, largement donc évoqué. Et simplement, j'y reviens pour situer Thoreau rapidement dans cela, en lisant simplement un extrait du plus connu de ces textes, qui est souvent connu comme La désobéissance civile, mais dont le titre exact est très différent, à savoir Résistance au gouvernement civil. Ça implique notamment un soutien à la lutte armée contre l'esclavage. Il y a, écrit Thoreau, 999 professeurs de vertu pour un homme vertueux. Mais il est plus commode de traiter avec le véritable possesseur d'une chose qu'avec son gardien temporaire. Tout vote est une sorte de jeu, comme le jeu de dames ou le backgammon, teinté d'une légère nuance morale, un jeu entre le juste et l'injuste, comportant des questions morales. Et cela s'accompagne naturellement d'un pari. Le caractère des votants, lui, n'est pas en jeu. Je vote, peut-être selon mon idée de la justice, mais que celle-ci l'emporte ne me concerne pas dans ma chair. J'accepte de m'en remettre à la majorité. Son obligation, en conséquence, n'excède jamais celle de l'utilité. Même voter pour la justice, ce n'est rien faire pour elle. C'est se contenter d'exprimer un faible désir de la voir prévaloir. Alors, l'argument central de la critique et même du refus du vote pour Thoreau consiste donc dans cette vulnérabilité de la voix détournable et aussi dans la confusion critiquée entre la statistique de la masse et la légitimité. Je cite encore une simple phrase: « Quand le monde apprendra-t-il enfin qu'un million d'hommes ne sont rien comparé à un seul ?» Un seul étant, du côté de Thoreau, évidemment, plus légitime, presque parce que minoritaire. C'est un autre problème. Qu'est-ce que voter, autrement dit, si les mots ont un sens, donner sa voix? De quoi s'agit-il sur un plan, qui sera le mien, littéraire, langagier, linguistique? Sur le plan des mots, des gestes, du langage, voter, c'est aller de soi-même, sans y avoir été obligé, vers la soi-disant représentation et le mensonge de la parole rapportée. C'est accepter que, dans la minute qui suit, quelqu'un de puissant dise à notre place les sens variés que l'on a donnés à son geste le matin même. Je vote le matin. La transparence et l'écran, en ce sens, c'est un titre que j'avais donné à mon intervention avant que la scène politique et médiatique récente n'évoque presque tous les jours, à mes yeux, ce que j'ai cherché à exprimer par ces 2 mots, à savoir l'idée qu'il y a une déperdition entre l'expression, le moment de l'expression et le moment de la représentation ou de l'exercice de cette représentation. C'était avant la place Tahrir et dans sa version 2013, c'est-à-dire équipée de projecteurs laser verts permettant de faire apparaître les mots Égypte, révolution, dégage,
etc., sur les murs des immeubles proches, avant la place Taksim, évidemment, avant la révolte du vinaigre au Brésil, nommée ainsi en hommage au condiment qui sert de défense contre les gaz lacrymogènes, et avant bien d'autres places, dont une plus particulièrement a retenu mon attention. Il s'agissait de la radio-télévision ERT et de la place Agia Paraskevi, devant, à Athènes, où le 11 juin dernier, spontanément, se sont réunis un certain nombre de citoyens grecs à un moment tout à fait particulier, puisque ma réaction était celle d'un étonnement, puisque j'avais l'impression que c'était dans le moment de l'extinction d'un écran que se refondait en quelque sorte une demande de transparence. Donc cette espèce de contradiction, de dialectique entre transparence et écran. Alors, je voulais également faire dans ce préambule une courte allusion à La Boétie, qui, si l'on remonte un peu plus le cours de la Dordogne, écrivait dès avant l'apparition de l'anarchisme quelque chose d'assez clair aussi sur cette distinction entre la chose, c'est-à-dire les vies, et le mot. Il y a, en fait, c'est mon argument majeur, hein, j'essaie d'être clair à ce stade, du vote exprimé à la représentation, le même écart, analogiquement, que de la chose au mot dans la sphère du langage. Alors, il écrit ceci dans le discours de la servitude volontaire. « Chose vraiment étonnante, et pourtant si commune qu'il faut plutôt en gémir que s'en ébahir, de voir 1 million d'hommes misérablement asservis, la tête sous le joug, non qu'ils y soient contraints par une force majeure, mais parce qu'ils sont fascinés et pour ainsi dire ensorcelés par le seul nom d'un, qu'ils ne devraient pas redouter, puisqu'il est seul, ni aimer, puisqu'il est envers eux tous inhumain et cruel. » Donc cette opposition de la chose, l'effectivité très tangible du pouvoir de l'un, UN, le contre-un évidemment, et du mot qui rend cette effectivité à tous instants opérante. Alors, comme l'explique la Boétie, celui qui autorise que l'on fasse des choses en son nom pour ne pas s'opposer au souverain, lui confère donc sa force démultipliée. Dans le moment où il peut prendre le pouvoir, tout semble dire que le peuple réclame violemment un nouveau maître, un écran, un représentant, une image de la médiation, de l'apparemment impossible démocratie directe, immédiate. Le problème de la très claire conscience qu'ont eu des peuples très différents dans l'histoire, dans des contextes même très différents et eu égard à des situations très distinctes, conscience que la médiation est toujours, sinon une trahison délibérée, du moins une traduction toujours approximante, défaillante, cette conscience, donc, est celle que des sentiments, des idées, des choses, des vies sont en hiatus avec des mots. Il me semble que c'est là la justification essentielle que je peux apporter au fait de traiter littérairement ce problème du vote. À partir du moment où ce phénomène existe et qu'il est commenté, ce phénomène de délégation, tous les mots existent, je n'en emploierai pas forcément un seul, puisque tous ont un manque, ce phénomène de délégation ou de traduction cesse d'être au premier degré pour devenir donc représentable, transposable ou traduisible. Qui d'entre nous n'a d'ailleurs pas déjà entendu un homme politique traduire un résultat électoral avant même qu'il soit annoncé, la plupart du temps, commençant sa phrase par « je crois que ce que les Français ou les Lot-et-Garonnais, etc., ont voulu dire, c'est ici inséré ce que vous voulez, mais le plus souvent quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que nous pouvons penser et nous dire les uns les autres. » La transparence, dans ce contexte, est un mot qui me retient dans le sens où il est éminemment chargé de sens dans le monde des pays démocratiques recourant au suffrage universel. Il est l'une de ces valeurs tellement affichées que l'on peut en suspecter le manque, selon un autre procédé littéraire qui est celui de l'antiphrase. Je ne crois pas être le seul à lire le monde politique et médiatique pratiquement par antiphrase, c'est-à-dire en entendant, en essayant en tous les cas d'entendre derrière ce qui se dit pratiquement l'inverse.
L'idée est simple et s'avère assez souvent féconde. Plus on parle d'une chose, moins sa présence est évidente. Plus on parle d'une société transparente, plus existe ce que j'ai appelé imparfaitement écran. Ce que je propose humblement donc aujourd'hui, c'est de suggérer le travail de grammaire ou de stylistique pour tous. C'est que nous faisions tous une explication de texte, de ce texte divers qu'on nous impose ou qu'on nous propose comme électeurs, comme citoyens, comme lecteurs. C'est donc de mettre l'analyse... C'est donc de mettre l'analyse littéraire ou linguistique au service de la conscience politique. Tout le monde a peut-être en tête des mots dont le vide, ou le creux, ou l'imperfection le démange particulièrement. Je citerai un seul exemple, par exemple l'euphémisme de SDF, sans domicile fixe, qui est une forme, je crois que c'est Éric Hazan dans La langue de la Ve République, qui pointe un certain nombre de mots comme ça, qu'il liste. L'exercice est passionnant et on pourrait le prolonger, ce que les mots déforment de la réalité qu'ils désignent. Je renvoie également au travail de Mme Kerbrat-Orecchioni en linguistique pragmatique, qui a notamment travaillé sur les discours politiques de manière passionnante à cet égard. Alors, j'avance un peu et je propose donc d'essayer cet exercice, non pas l'exercice de décryptage du discours politique, mais de montrer en quoi, dans le texte de Reclus, il y a une attention aux mots et aux choses et à l'écart qui existe éventuellement de l'un à l'autre, qui est permanente. Alors je citerai 4 extraits de plusieurs textes de Reclus pour montrer comment ce travail, me semble-t-il, est déjà présent chez celui qui est donc un géographe, un anarchiste, un écrivain et quelqu'un plus largement, plus simplement, qui a une conscience aiguë des mots et de leur rapport aux choses. Je cite donc dans la Nouvelle géographie universelle, dans L'homme et la terre, pardon, un passage consacré justement à la Révolution française. Ainsi, la Grande Révolution fut absolument stérile pour la réalisation du seul idéal qui eût fait la Révolution vraie, la suppression de la pauvreté. Le mouvement économique continua son cours qui devait aboutir au groupement des capitaux, à la fondation des grandes usines, au développement du prolétariat. Quant à la prélibation du gouvernement sur le travail des citoyens, elle était restée la même. Ainsi que l'expose spirituellement un écrivain sceptique, la réforme des impôts de l'Ancien Régime fut une simple mascarade. On leur donna d'autres noms pour faire plaisir au bon public naïf des contribuables. La taille et les 20e, alors ici ils n'apparaissent pas sous vos yeux, mais il y a quantité de guillemets qui sont un signe de cette objectivation des mots et de ce travail sur les mots. La taille et les 20e furent qualifiés de contribution foncière. La taxe des maîtrises et jurandes et le droit du marc d'or furent remplacés par les patentes. On désigna le droit du contrôle par le mot de timbre. Les aides se nommèrent contributions indirectes et droits réunis. L'affreuse gabelle que maudirent tant de malheureux condamnés aux galères et à la mort n'est plus que le modeste impôt du sel. Les corvées furent supprimées, mais on les remplaça par les prestations. Il n'y eut qu'un changement. Le langage administratif s'enrichit de mots nouveaux. Cet exemple pointe la substitution des mots les uns aux autres qui dupent les citoyens. Il notera également dans ce même passage de L'homme et la terre que souvent les victoires, donc je le cite, les victoires consistent à changer les noms tout en maintenant les choses. Les révolutions ne sont qu'apparentes. L'usage fréquent et particulier de l'italique, chez Thoreau, je bascule vers un de mes autres auteurs, relève de la même pratique de dénonciation, mais tout à la fois d'attention, simplement, au devenir des mots et des choses qui leur sont liées. La dénonciation inlassable des fausses dénominations est un travail infini, auquel s'appliquent sans discontinuer les essayistes dont je traite, et Reclus, plus particulièrement, dénoncera également l'amalgame de telles notions choisies par le colon blanc pour désigner une réalité plus complexe que ce qu'elle recouvre à l'origine, plus complexe en fait que ce que le mot utilisé par le colon recouvre, dans un autre extrait que je lis immédiatement, et qui concerne cette fois une extension indue de concepts empruntés. À l'époque où le bison parcourait les plaines par troupeaux de 100 000 têtes, ses tentes étaient en cuir. Chez les Ojibwés,
On les construisait en écorce de bouleau, d'où leur nom, wigwam, employé universellement par les Blancs pour toutes les demeures indiennes. Elles sont maintenant en toile, blanches à la base, noircies par la fumée au sommet et parfois décorées de peintures bizarres. Ce qui est très, très intriguant ici, c'est cette façon de nous rappeler que les mots que nous utilisons sont toujours des extensions plus ou moins larges ou plus ou moins précises. Et une de ces options langagières, linguistiques, à mon avis, est de développer une géographie nominaliste, c'est-à-dire de rendre chaque nom, ou presque, à la chose qui lui correspond. Et ici, notamment, de montrer qu'une réalité particulière parmi les nombreux noms et les nombreuses choses qui relèvent de l'habitat dans le Nouveau Monde a indûment pris la place de toutes les autres. Dans son travail, Reclus se montre particulièrement attentif aux noms où se joue le lien entre des hommes et une terre ou un fleuve, évoquant par exemple les différentes tribus Sioux, Hidatsa, Minnetaris, Gros Ventre du Haut-Missouri, les Upsarokas ou Corbeaux des Avants-Rocheuses, une profusion de noms propres donc. Évoquant ces Indiens, il note qu'ils se trouvaient toujours en guerre avec leurs frères de race, les Assiniboines de la frontière canadienne, les Osages du Bas-Missouri, les Iowa, les Otos, les Missouri, les Kansas, les Arkansas, dont les noms s'appliquent en même temps au cours d'eau de leur domaine. Cette indissociabilité du nom du milieu et du nom des hommes qui y habitent est aussi un phénomène qui relève d'une poétique, mais aussi d'une politique du nom, des noms propres et des noms communs qu'il s'agit d'accorder. Alors, Reclus, ça serait mon hypothèse, ne forge-t-il pas, au fond, une langue géographique nominaliste ou détaillée, où chaque chose correspond le plus possible à son nom ou à ses noms? C'est le sens du dernier extrait que je citerai et qui relève cette fois de la mise en évidence des dénominations coloniales de territoires et d'entités ethniques. Alors cette fois, c'est dans... je vais passer cet extrait pour simplement respecter le temps et plutôt citer celui qui m'importe plus, qui est dans une lettre d'Élisée à son frère Élie, Reclus, où il évoque l'éducation et le rapport aux noms et aux choses chez les enfants. Je le lis. « Livré à lui seul, l'enfant, ainsi que tu me l'as fait toi-même observer, commence par les idées les plus vraies et les plus philosophiques. Il dessine d'abord le tronc, puis les branches, puis les feuilles. Mais l'homme qui instruit l'enfant commence par l'autre extrême. Il s'attache à la forme, à l'apparence extérieure, et se dirige du dehors au dedans. Il enseigne les noms et n'oublie que les choses, tandis que la nature enseigne les choses et n'oublie que les noms. Ainsi, les deux éducations se complètent et se pénètrent. L'éducation des Américains ressemble à celle que nous donnent les pédants de chez nous. Ils savent le nom des choses, ils parlent du fait brutal à la terre entière, et plus tard, nous viendrons montrer l'idée du fait. Pour me servir d'une comparaison anglo-saxonne, ils mettent les verres sur la table en attendant que nous venions les remplir. Alors, je ne sais pas du tout combien de temps il me reste. Très bien, donc je vais aller à ma conclusion en évoquant quelques-unes des autres pistes qui me semblent aller dans l'extrapolation de cette idée d'une géographie, mais plus largement d'une approche du monde utopique, ou utopique dans le sens où il s'agit toujours d'accorder les mots et les choses, c'est-à-dire que il y a des choses qui existent et des noms pour les désigner. L'idéal est plus largement du côté du nom que de la chose, mais il s'agit d'aller du nom à la chose, de même que l'on va des choses au nom quand on décrit. Et les deux approches, comme il le dit, de manière si frappante, doivent se compléter. Alors, il me semble que je ferai rapidement allusion au travail de Victor Klemperer sous le nazisme en Allemagne, qui a fait ce travail de linguisme que je juge aujourd'hui si nécessaire. Il s'agit de son livre absolument gigantesque, La langue du Troisième Reich, LTI, pour Lingua Tertii Empirii, où il observe les mutations, c'est tous ces phénomènes de déplacement, d'oubli, de rajout des mots qui assoient la domination d'un pouvoir sur les êtres humains que nous sommes. Alors pour conclure, j'appellerai donc de mes voeux à une attention développée aux usages authentiques des langues et des mots, refonder la politique dans les langues, pourquoi pas, leur critique,
du vote, Thoreau et Reclus, leur critique du vote cherche l'adéquation la plus forte possible entre les mots et les choses, de même qu'elle cherche l'adéquation la plus forte possible entre les phénomènes et leur traduction. Et donc à cet égard, ils sont attentifs aux écarts et aux délégations indues. Alors j'ai abordé le problème un peu de manière brouillonne, le problème de représentation, qui est le problème du vote, mais donc aussi celui du langage, des mots même que nous utilisons en parlant de politique comme d'autres choses. Merci. Et de ceux que nous ne pouvons pas, alors des mots que nous ne pouvons pas laisser utiliser, des mots que nous devons inventer, des mots que nous devons ne pas laisser oublier, des mots que nous utilisons sans savoir ce qu'ils signifient, des mots que nous utilisons dans des sens différents de ceux dans lesquels l'entendent ceux à qui nous adressons. Il y a, vous voyez, une multitude de possibilités de malentendus qui sont le matériau même du dissensus qu'il nous faut travailler. Et je pense que, au-delà de la question du vote, c'est aussi la parole quotidienne qui est au cœur non pas de la représentation, mais donc de ces opérations. Alors je finirai en disant simplement que il y aurait peut-être une forme de radicalité un peu bizarre dans ce que je propose, mais au sens de radicalité étymologique, j'allais dire, au sens où il ne faut jamais oublier la racine des mots, tout en ne figeant pas non plus les mots et les choses en fonction du sens étymologique, c'est-à-dire que ces mots ont une évolution permanente, de même que tous les êtres vivants, et donc c'est la langue, finalement, comme la nature, serait une sorte de totalité évolutive dans laquelle il nous faut en permanence recomposer nos accords. Donnons donc du sens aux mots auxquels nous tenons, montrons le vide qui est dans les mots creux et prenons conscience de la diversité de ce que recouvrent les mots. Si je me permets ces 3 mots d'ordre pour finir, c'est que j'ai la conviction que l'émancipation passe aussi par la conscience poétique du monde. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce bel exposé, cette référence à Victor Klemperer que effectivement je pense qu'il est essentiel de lire, que je fais lire à mes étudiants. Vraiment, merci pour cette référence. Alors, je passe la parole à Franck Cormeret, qui nous a rejoint, professeur en sciences de l'information et de la communication à Bordeaux, Michel de Montaigne, et qui va nous parler de la démocratie participative, 2 points, un processus entre les groupes et les masses, une approche communicationnelle du phénomène. À toi. Oui, merci de cette invitation, parce que le travail que je vais vous présenter sera une sorte de résumé d'un ouvrage d'un de mes maîtres qui s'appelle Robert Escarpit. L'ouvrage, je l'ai devant moi, il s'appelle Théorie de l'information et pratique politique. L'essentiel des axiomes que je vais commenter relève évidemment de ce travail. Alors, ce travail, il a l'avantage évidemment de poser la question des pratiques politiques, non pas à partir des sciences politiques, mais à partir de l'information, plus exactement à partir de la division entre ordre et désordre. Et